Je suis dans une ville de près de 20 millions d'habitants. Ici, on est sûr de trouver des plats savoureux et des chefs d'exception. Cette cité millénaire a donné naissance à des plats exotiques qui ont fait le tour du monde. Du Mozart pour les papilles. Du sucré au salé, de l'aigre doux à l'acidulé et toujours et encore les épices. Au feu! Ici, on vous titille les papilles avec une telle variété de saveurs et de textures qu'on en perd la tête. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Avec son gigantesque arsenal d'ingrédients et sa cuisine multimillénaire, ce lieu magique est une destination phare pour les aventuriers du goût. Nous sommes en Inde. Je m'appelle Bobby Chin. Bienvenue à Delhi. Delhi est situé dans le nord de l'Inde, le pays le plus peuplé du monde après la Chine. Elle abrite la capitale, New Delhi, et offre un concentré de traditions issues de tout le pays. Ici, on trouve en abondance des produits venus de toute l'Inde et toutes sortes d'épices, la véritable richesse du sous-continent. Le climat a façonné l'identité culinaire de la ville, tout comme la religion. Ici, 80% de la population est hindouiste. Les hindous ont un profond respect pour toutes les formes de vie, ce qui fait de la plupart d'entre eux des végétariens. Et de grands amateurs de produits laitiers. En Inde, la vache est sacrée. On ne la mange pas, mais on consomme son lait. C'est une explosion de calories. On dirait du beurre mélangé à de la crème et du sucre. Avec l'arrivée de l'islam, les plats à base de viande se sont généralisés. L'Inde a découvert de nouveaux produits, de nouveaux modes de cuisson et de nouveaux rapports à la nourriture. Fusion de culture, climat et histoire, tous ces ingrédients font de Delhi une ville hors du commun. Je vais goûter tous les délices de Delhi qui vont me tomber sous la main. Je veux comprendre comment l'histoire a façonné sa culture culinaire. Le matin se lève sur les rues de Delhi et me voici déjà pris dans un maelstrom d'arômes exotiques. La ville est réputée pour la variété de ses étals de rue et on attaque dès le petit déjeuner. Ok, ici ça ira très bien. Je vais prendre un petit déjeuner typique de Delhi. Ici, on aime les bouchées, les snacks, les petites choses qu'on avale sur le pouce. Tous ces étals proposent des petits déjeuners. La rue en regorge. Bonjour, du masala s'il vous plaît. Le chai masala, c'est un incontournable indien. C'est du thé aux épices. J'adore ce parfum de cardamome. Ça sent le lait bouilli. Merci, et voilà un bon thé. C'est délicieux. Un gâteau s'il vous plaît. C'est pas mal. Et voilà un petit déj façon Delhi. Je vais m'asseoir à côté de vous, tiens. Le chai masala, c'est un des grands bonheurs de l'Inde. On ne fait pas infuser le thé dans l'eau, mais dans du lait, avec une tonne d'épices. Il y a une sorte de courant sous-marin de cardamome et de toutes sortes d'épices mystérieuses. Et ça, c'est top. Du pain sucré et du thé sucré, ça le fait. Vous en voulez? Vous avez eu votre dose de sucre? D'accord. Comment on dit savoureux? Il me fait les gros yeux. Bhai chai pitaou. Merci, merci. Ça y est, je suis bilingue. Je suis trop fort. Du petit déjeuner au dîner, rien de ce qui se mange ici n'échappe à la poussière de fée indienne, les épices. Depuis des millénaires, cette précieuse marchandise sert à rehausser les saveurs, à préserver la nourriture, à guérir les maladies et à masquer les goûts frelatés. L'abondance d'épices locales comme la cardamome, la cannelle, le curcuma et le poivre noir ont fait de l'Inde une plaque tournante du commerce mondial. Pendant des siècles, Delhi a été le point de départ de route qui menait les précieux aromates vers l'Occident. Aujourd'hui, le marché aux épices de Kari Baoli est le plus grand du continent asiatique. J'ai rendez-vous avec une chef locale pour le visiter, Gunjan Goela.
De toutes ces épices, quelles sont celles dont on ne peut pas se passer dans la cuisine indienne? Il y a la coriandre. Ce sont ces graines-là. Tiens, sens-moi ça. Il nous faut aussi du curcuma. Ici, on l'a sous forme de rhizome. Et puis, les piments rouges qu'on réduit en poudre. Ces 3 épices et le sel forment la base de tous les masalas qu'on retrouve dans tous les currys indiens. Et la cannelle? Oui, la cannelle, le clou de girofle, le poivre noir, les feuilles de laurier, ce sont des épices auxiliaires. Mais sans les 4 ingrédients premiers du masala, on ne peut pas faire de curry indien. Tu as déjà goûté ça? Non. C'est une variété de sel, le sel noir. Du sel noir? Combien ça coûte? 40 roupies. Pour 1 kilo? C'est quoi, des champignons? C'est du kalpasi ou de la fleur de pierre. De la fleur de pierre? Oui. En fait, c'est du lichen qui pousse dans les interstices des rochers. Et à quoi ça sert? On en met dans le curry. C'est un peu psychédélique comme truc. J'ai l'impression que je vais voir des éléphants roses si j'en mange. Et c'est bon sinon? Eh ben, je dirais que... D'accord, j'ai compris. C'est pas terrible. Si la fleur de pierre est étrange, l'ingrédient préféré de Gunjan est encore plus ésotérique. Et il faut s'enfoncer dans les coins reculés du marché pour s'en procurer. Où est-ce que tu m'emmènes? Alors on va aller acheter de l'az fétide ou azafedida. C'est l'ingrédient le plus important pour faire un bon curry indien. Alors depuis toutes ces années, je fais du mauvais curry. Je comprends rien. Il dit que tu ne pourras pas emmener ça à Londres. Pourquoi? Parce que l'azafetida n'est pas un produit autorisé. Et si on l'emballe sous vide, c'est bon? Non. Sans blague. Gunjan, il faut m'éclairer là. Pourquoi on achète ça? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce un produit qui ne peut pas voyager? On va cuisiner ensemble et tu verras les formidables vertus de l'azafetida. D'accord. Allez, prends ton sac, on s'en va. Je te suis. Ce type est génial. Il vend des bons produits. Il ne pourrait pas se reconvertir dans la drogue. Nous allons mettre notre récolte d'épices en situation avec un plat végétarien traditionnel et découvrir ainsi les principes philosophiques de la cuisine indienne. La fabuleuse Gunjan, déesse de la cuisine végétarienne, va nous apprendre à confectionner un plat aussi divin qu'elle. Merci Bobby pour ces gentilles paroles. Nous allons préparer un katamita sitafal. Katamita est un terme indien qui peut se traduire par sucré et acidulé. Sucré et acidulé. Et on va cuisiner cette citrouille qui se dit sitafal en hindi. J'allume le feu sous la cocotte et j'y verse de l'huile de moutarde. L'huile de moutarde est très répandue dans la cuisine indienne, surtout à Calcutta. Oui, on va en retrouver dans tout le nord de l'Inde. Elle est moins présente dans la cuisine du sud parce que la moutarde n'y est pas cultivée. Les graines de fenugrec vont apporter un peu d'amertume aux légumes. Pendant qu'elle fait revenir le fenugrec, Gunjan apporte du gingembre frais et des piments verts. On a du piquant, de l'amertume, de la moutarde. Voilà. À présent, je vais mélanger les épices sèches dans un bol et ajouter de l'eau. Je commence par prendre du curcuma. Le curcuma donne une belle couleur orangée au plat et c'est aussi un antiseptique. De la poudre de coriandre et du piment rouge. Ce sera un plat modérément épicé. Et puis un peu de... Cumin en poudre? Oui. Si j'ajoute de l'eau, c'est pour 2 raisons. D'abord pour avoir un mélange homogène et puis pour que ça n'attache pas. C'est la seule profession dans laquelle on utilise tous les sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût. Oui, mon père m'a enseigné dès l'enfance que lorsqu'on cuisine, l'esprit ne doit faire qu'un avec la cocotte. Il doit être la cocotte. L'unité sacrée. Exactement. Tu es ce que tu manges. C'est très important de comprendre la philosophie de la nourriture. On laisse mijoter jusqu'à ce que les épices forment un tout harmonieux. Oui, elles doivent être en harmonie avec nous. J'ajoute maintenant l'ingrédient magique, un petit peu d'azafetida.
Est-ce que tu sens quelque chose d'un peu résineux? C'est de la résine? Ouais, il y a un parfum de sève, c'est presque musqué. Oui, on prélève la résine de la plante, ensuite on la fait sécher pour la conserver, et puis on l'exporte dans le monde entier, partout où elle est appréciée. Elle favorise la digestion, c'est ça? Oui, elle prévient des flatulences. J'en veux plein, rajoute-en. Non, non, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut respecter l'équilibre du plat. Et maintenant, l'ingrédient principal, la citrouille. Tu enlèves la peau et un peu de graines. Et tu me fais de beaux cubes. Des cubes. Si c'était l'été, la citrouille aurait été jaune. Dans ce cas, j'aurais aussi utilisé la peau et les graines du cœur de la citrouille. Pour épaissir la sauce. Voilà. Et c'est très bon. Une fois la chair débitée en dés, on les verse dans la cocotte et on les recouvre de sauce. Ensuite, on ajoute de l'eau. Pendant que la sauce réduit, nous allons préparer une bundi raita pour accompagner le plat. Prends le caillé. Quand on souffre de remontée acide, on conseille de consommer du lait froid ou du lait caillé. C'est parfait pour apaiser les maux intestinaux. Le piment va donner du piquant au plat. La nourriture, comme le corps et l'esprit, doit être équilibrée. Ici, comme la base est fraîche, on peut mettre un ingrédient qui chauffe un peu. Pour la garniture, j'ajoute des bundis. Ce sont des perles de farine de pois chiches frites. Encore quelques-unes. Et puis je mets un peu de cumin en poudre. Il reste combien de temps pour la cuisson? On y est presque. La citrouille est déjà tendre. Maintenant, on va ajouter de la pâte de tamarin trempée dans l'eau. Le tamarin va rehausser les saveurs du plat. Allez, sois généreux, n'aie pas peur. C'est juste pour respecter les mesures. D'accord, merci. De l'eau au jaggery maintenant. C'est de l'eau sucrée avec un petit goût de mélasse. Oui, c'est du sucre de palme. Je goûte. Et pour la touche finale, de la coriandre ciselée. C'est parfait. La coriandre va donner de la fraîcheur. Ça y est, on a tout? Oui, Ça sent super bon en tout cas. merci. Dans un plat, quel qu'il soit, aucun ingrédient ne doit dominer les autres. Tes convives doivent réfléchir et trouver quels sont les ingrédients. J'espère que tu vas aimer. Je croise les doigts. C'est extraordinaire. Si je n'avais pas assisté à la préparation, je serais incapable de deviner ce qu'il y a dedans. On a le soyeux de la citrouille, une touche d'épices, une petite note d'acidité ponctuée de gingembre. C'est du Mozart pour les papilles. Voilà, tu es une déesse. Merci, Bobby. Merci, Gunjan. Je t'en prie. En Inde, religion et nourriture sont indissociables. C'est tout particulièrement flagrant dans l'hindouisme. La nourriture sustente le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Les offrandes de nourriture qu'on appelle prasad sont très répandues. Et nombre de divinités hindoues ont leur péché mignon. Krishna, par exemple, a été vaché. Il adore les produits laitiers, surtout le beurre ou le ghee. Hanuman, le dieu singe, adore le rouge et l'orange. Pour lui faire plaisir, offrez-lui des aliments de ces deux couleurs. Quant à Shiva le destructeur, ce n'est pas compliqué. Il aime tout. Et à l'occasion, il ne dédaigne pas la dive bouteille. Et puis il y a le dieu Ganesh. Il a un faible pour les gourmandises, surtout celle-ci, le laddu. C'est une boule de farine trempée dans du sirop de sucre. On se sert de sa main droite pour manger. Je vais en poser un tout petit bout là. Je comprends Ganesh. C'est bon. L'arrivée de l'islam au début du 8e siècle a bouleversé la culture et la cuisine indienne. Entre le 16e et le 18e siècle, les empereurs moghols ont imprimé leur marque sur le sous-continent. Originaires des steppes d'Asie centrale, les Moghols ont apporté des influences venues d'Afghanistan, de Perse et du Moyen-Orient. À l'époque, Delhi était déjà une place forte islamique. Sous les Moghols, elle est devenue une cité florissante, le centre de l'empire.
Les Moghols ont introduit une culture raffinée, avec la poésie, la musique, la littérature et la cuisine. Quand on sait construire ce genre de choses, on est forcément capable de préparer un curry d'anthologie. Voici le tombeau du second empereur moghol, Humayun. Celui-ci a régné sur le nord de l'Inde au milieu du XVIe siècle. C'est l'un des nombreux monuments moghols qui émaillent la ville et témoignent de la grandeur et de l'opulence de cet empire. Commandité par la veuve de Humayun, Hadji Begum, ce tombeau spectaculaire est un symbole à la fois d'amour et de puissance. Il a servi d'inspiration au Taj Mahal, érigé moins d'un siècle plus tard. Ces monuments montrent que les Moghols voulaient marquer l'histoire, y compris avec leur cuisine. Pour mieux comprendre l'influence des Moghols sur la cuisine indienne, j'ai rendez-vous avec Sohail Hashmi. Ce natif de Delhi est historien et guide touristique. Tout commence avec l'arrivée du premier empereur moghol, Babur. Une fois établi en Inde, il a la nostalgie de tous les fruits qu'il mangeait à Kaboul. Les melons, les abricots, les prunes, les grenades. Alors l'une des premières choses qu'il va faire, c'est de les importer ici. Et c'est ainsi qu'on se met à manger ces fruits, mais séchés et cuits, avec du riz. On ajoutait des fruits secs et des noix à la viande, des noix de cajou, pistaches, noisettes, etc. Et ça, c'est une influence de la culture perse sur les Moghols, non? Les Moghols ont synthétisé toutes sortes d'influences. À leur cour, il y avait beaucoup d'Iraniens et de Persans. Humayun lui-même a épousé une princesse iranienne. Et quand elle est arrivée ici avec toute sa suite, elle a apporté avec elle la cuisine iranienne, qui est devenue partie intégrante de la gastronomie moghole. Donc les Moghols avaient leur propre cuisine, qui était un condensé d'influences d'Asie centrale, et elle a continué à évoluer, notamment au travers de mariages. Absolument, et elle a absorbé les traditions indiennes. On dit que les Moghols organisaient des banquets gigantesques. Oui, ils donnaient des fêtes somptueuses avec des centaines de convives. C'est certainement une tradition venue d'Asie centrale. Et combien de plats servait-on dans ces banquets? Quelque chose comme 50 ou 60 plats. Est-ce qu'il y a un plat en particulier qui symbolise la conquête moghole et qu'on retrouve aujourd'hui partout en Inde? Oui, il y a par exemple le nihari. C'est de la viande qui mijote dans son jus, à feu très doux, avec une grande variété d'épices. Ce plat doit cuire toute une nuit et on le déguste au petit matin, surtout pendant les mois d'hiver. En fait, ils braisaient déjà la viande. On la cuit lentement dans son jus, on ajoute des épices, c'est de la cuisson lente. Oui. Les Moghols ont aussi introduit un autre type de mets jusqu'alors inconnu en Inde, les oiseaux. Ils aimaient notamment beaucoup les perdrix et les cailles. Il y a une anecdote fameuse au sujet d'un oiseau qui ne volait pas, le dodo, que l'ambassadeur du Portugal avait apporté à la cour d'un empereur moghol. Il a demandé à l'artiste de la cour de peindre cet oiseau et ils l'ont probablement mangé au dîner. Ils ont boulotté un dodo. Ils ont mangé les derniers dodos? Au moins l'un d'eux, certainement. Et chacun de ces rois avait ses préférences culinaires. Dans les archives de cette époque, on trouve de nombreux écrits attestant qu'on ajoutait de l'or dans les plats. Cette pratique était liée à la croyance selon laquelle de petites quantités d'or augmentaient la fertilité. On considérait l'or comme un aphrodisiaque. C'est très chinois. Parlez-moi de leur technique de cuisson. L'un des apports majeurs des conquérants de l'Asie centrale en Inde, c'est le tandoor, le four. On faisait mariner la viande, on la coupait en morceaux pour la placer sur des pics, qu'on cuisait ensuite au four. Jusqu'alors, en Inde, on faisait surtout frire les aliments. Et puis, la cuisine indienne mélange toujours une grande variété d'épices. Aucune saveur ne doit ressortir plus qu'une autre. À l'inverse, la cuisine d'Asie centrale est toujours tournée vers un ingrédient phare. Cette fusion a sans doute pris du temps. On a dû tester une foule de techniques et d'associations. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire. On pouvait envahir un pays, construire un immense palais ou alors on mangeait.
Oui, une fois que leur empire a été bien établi et que les impôts et les taxes ont afflué, les descendants des conquérants ont pu prendre le temps de faire des expériences culinaires. Et c'est ainsi qu'est né ce que nous appelons aujourd'hui la grande cuisine moghole. Tout cela a continué d'évoluer au fil des siècles. Ce petit cours d'histoire m'a mis en appétit. Je me dirige vers une ferme située à la périphérie de la ville pour apprendre à concocter un grand classique de la cuisine moghole. Enfin, je vais déjà essayer d'arriver vivant. Pour conduire à l'indienne, c'est assez simple, on ne se préoccupe que de ce qu'il y a devant soi. Le véhicule qui est derrière, on s'en fiche. Qui a dit que les Chinois ne savent pas conduire? Virander Datta est un chef cuisinier réputé. Les produits de sa ferme alimentent les écoles et les associations caritatives locales. Il m'a invité à cuisiner dans son Haveli, une demeure traditionnelle indienne vieille de 400 ans. Virander l'a fait transporter pierre par pierre depuis Jodhpur à plus de 500 km d'ici. Je suis avec le chef Datta qui va nous montrer un plat moghol, le poulet tandoori, le célébrissime poulet tandoori. Tout à fait. Un plat de la cour des empereurs moghols qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les maisons et tous les restaurants. Tout vrai restaurant indien doit proposer du poulet tandoori. Par quoi on commence? Il nous faut d'abord un poulet âgé d'environ 6 semaines. Et nous le cuisinons toujours sans la peau. Vous n'aimez pas ça? Nous la trouvons trop grasse. Et elle ne permet pas de bien griller la chair. Il faut que la viande soit bien grillée. On va pratiquer des entailles obliques. Vous entaillez la chair pour accélérer la cuisson et pour que la marinade pénètre bien la viande. Exactement. Ensuite, on la réserve. Elle est prête pour la première marinade. Il y en a deux? Exactement. La première, c'est une pâte composée en égale quantité de gingembre et d'ail. Une cuillerée? Vous pouvez en mettre 2. Ensuite, une pincée de sel. Une pincée de sel. Regardez l'artiste. Et ça, c'est du piment du Cachemire? Voilà, il est moins fort et plus coloré. D'accord. On peut le faire plus ou moins épicé. Voilà, selon son goût. Comme ça? Très bien. Maintenant, on mélange le tout. Il faut bien l'amalgamer. C'est bon, là? Parfait. Je suis le roi des mélanges. C'est très bien. Du jus de citron vert? Exact. Il va attendrir la viande. Ensuite, on prend les morceaux de poulet entaillés. Il faut le faire à la main? C'est le seul moyen de bien imprégner la chair de cette pâte. À la cuillère, on n'atteint pas toutes les entailles. Ils plaisantaient pas, ces Moghols. Ils aimaient manger. Et c'étaient des combattants. Il était essentiel de bien manger. Comme disait Napoléon, une armée marche à son estomac. Ça lui a réussi. Voici notre première marinade. On laisse mariner 25 minutes? Tout à fait. On va laisser le plat à l'ombre pour que la magie de la marinade opère. Il est temps d'allumer le tandoor. Traditionnellement, il s'agit d'un four rond en terre cuite. Il est réputé pour la chaleur intense qu'il dégage. Un tandoor peut atteindre près de 500 degrés. Bon, le tandoor chauffe, le poulet marine, on passe au chutney. On va utiliser tous ces ingrédients. Pour obtenir un chutney au goût authentique, il faut utiliser cette meule en pierre. Donc il nous faut de l'ail, du gingembre. Je suis très fort pour écrabouiller les trucs. On pourrait dire que je suis un dieu de la destruction. Je suis Shiva. Exactement. Ça, c'est un ustensile très classe. J'imagine qu'on l'utilise depuis des milliers d'années, non? Regardez, ces petites rainures permettent de râper les ingrédients. Je vais émincer un oignon entier. De la coriandre. De la menthe. On en met en quantité égale? Les mixeurs modernes transforment tout en pâte informe. D'accord. Cet ustensile permet de garder un peu de texture. Exactement. Ces Moghols me rappellent les Ottomans. Ils adoraient cuisiner eux aussi. J'ajoute un peu de piment et un trait de jus de citron. Le yaourt est en option. Si vous aimez votre chutney très épicé, ce n'est pas la peine d'en ajouter.
1, 2, 3. 3. Donc c'est l'ingrédient alcalin qui donne un peu d'acidité, domestique le feu des épices et lie les saveurs entre elles. Je vais le goûter pour me rendre compte. C'est bon. Il est parfait. C'est exactement ça. Ah, au feu. J'ai senti le piment. On le sent, hein? Le chutney à la menthe, c'est fait. On attaque la deuxième marinade du poulet. J'ai ici un bol de yaourt. On va tout mettre parce que la marinade doit recouvrir entièrement le poulet. Du piment rouge en poudre. Ça va donner de la couleur au poulet et aussi l'épicé. Du garam masala. C'est un masala à base de cumin et de graines de coriandre. De l'huile, génial. Oui, l'huile de moutarde est très aromatique. Et ça donne une belle acidité à tous les plats. On refait mariner le poulet. Oui, c'est la deuxième marinade. Regardez, c'est fluorescent. Insistez bien sur les entailles. Allez, je vais me salir les mains pour faire ça bien. Voilà. On peut laisser toute une nuit ou ça fait trop? C'est possible, oui. Plus la viande marine, plus elle est tendre. Et plus le temps de cuisson est réduit. Mais 45 minutes suffisent. Bon, je vais me laver les mains. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, un magnifique poulet tandoori mariné. Il faut maintenant embrocher la bête. Il y a une technique? Oui, on met les morceaux dans le sens de la longueur. Comme ça? Voilà. Comme ça, c'est parfait. Je maîtrise la technique. Et l'ingrédient final pour empêcher les morceaux de glisser? Une pomme de terre. C'est prêt. Je plonge la patate en premier. Tous aux abris. Parfait. On pose la broche au fond. On la laisse 15 minutes. C'est ça. Au bout d'un quart d'heure, on retire la broche du four et on beurre généreusement les morceaux de poulet. Puis on replonge la broche dans la fournaise pour terminer la cuisson. Et maintenant, on va la laisser encore une petite demi-heure. Comment ils font pour les servir en 5 minutes au resto? Ils les font cuire à l'avance. Là, ce sera meilleur alors. Oui, ce sera tendre et moelleux, au lieu d'être sec. Et voilà. Le tandoor fonctionne comme un barbecue semi-fermé. Au cours de la cuisson, la viande se gorge des arômes fumés du bois et du charbon. C'est prêt? Oui, cette fois, ça y est. On n'entend plus de crépitement. L'huile ne coule plus. Tous les liquides se sont évaporés. Regardez-moi ça. C'est bien coloré. Je retire les morceaux. Voilà. On badigeonne la viande de beurre pour la faire briller et pour le goût. C'est comme ça que faisaient les Moghols. Un peu de jus de citron. L'ancêtre du tandoor existait déjà en Inde avant l'arrivée des Moghols, mais ce sont eux qui l'ont élevé au rang d'art culinaire. Regardez-moi ça. Du poulet tandoori tendre, fumé, succulent et savoureux. C'est exceptionnel. Vous êtes un génie. Je suis fier de vous. Vous avez bien travaillé. C'est du délire. C'est le meilleur tandoori de ma vie. C'est parce que vous l'avez préparé vous-même. Non, parce que vous me l'avez enseigné. En résumé, l'important ce sont les épices et la température du four. La température. C'est capital. Et le minutage. Et les marinades. Avec ce plat, on ne peut pas tricher. Il demande de la patience. Monsieur Datta, le roi du poulet tandoori. C'est trop bon. Je suis obligé d'en reprendre. En tant que capitale, Delhi attire des gens venus de toute l'Inde. C'est un melting pot de traditions culturelles et gastronomiques. Pour répondre aux exigences de cette population dynamique et variée, la ville abrite une myriade d'étals de rue, réputés pour la qualité et la diversité de leur préparation. Delhi, c'est la capitale de la cuisine de rue. Il y a plein de snacks frits. Regardez ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? On dirait un croque-monsieur. Sauf qu'il est frit. Les Anglais sont passés par là. Des pommes de terre frites? C'est quoi ça? Je vais essayer de deviner.
On dirait une galette de pommes de terre frites et tout ce qui fait penser à la cuisine indienne est là-dedans, au milieu. Et c'est bon. Dans le nord de l'Inde, on préfère le pain au riz. Frit, cuit au four, à la poêle, sans levain, au blé complet. On trouve du pain sous toutes les formes et il est servi à chaque fois avec une sauce différente. Vous allez sur n'importe quel étal, vous demandez un bout de pain, roti, chapati, naan, ce que vous voulez, et vous trempez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est toujours du curry, mais ça n'a jamais le même goût. En tout cas, c'est délicieux. Pour profiter pleinement des joies gustatives des rues de Delhi, j'ai demandé à Surika Narain, une guide locale et experte culinaire, de m'accompagner. Pourquoi la cuisine des rues de Delhi est-elle si réputée? Comme c'est la capitale, on y trouve des spécialités de toutes les provinces indiennes. C'est très varié. On n'a pas une telle variété partout en Inde? Non, pas au même point. On peut aussi trouver des gourmandises typiques de l'hiver. On peut dire que Delhi est l'épicentre de la cuisine régionale indienne. Oui, surtout ici, dans la vieille ville. Où tu m'emmènes? Ici, on va goûter le dolat kichat, un dessert d'hiver exotique qu'on ne trouve que dans le nord de l'Inde. Ah, ça c'est une bonne idée. Parce que Delhi est aussi la capitale de la tourista. Voilà, d'où cette petite précaution hygiénique. Alors, qu'est-ce que le dolat kichat? Le soir, on prend du beurre et de la crème et on les baratte jusqu'à créer un mélange mousseux. Au matin, on en remplit son tal, on ajoute du safran, on mélange le poura, le cheur et le poya. Je n'ai compris aucun mot à part le safran. Et je n'ai aucune idée de ce qu'est le poura et tout le reste. Contente-toi de goûter et de me dire si tu aimes. D'accord? Attends, je vais goûter pour vérifier qu'il est bien fait. C'est une explosion de calories. On dirait du beurre mélangé à de la crème et du sucre. C'est léger et aérien pour l'hiver. C'est crémeux. Léger et aérien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le vrai chaat de Delhi. Normalement, c'est sucré. Mais il va te préparer un dahi bala papdi chaat. C'est quoi un chat? Chaat, c'est tout ce qu'on lèche avec les mains. Voilà ce qui fait un chaat. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a pris les bouchées de lentilles frites, il les trempe dans le yaourt, ensuite il ajoute les pommes de terre, puis les pois chiches et le masala adéquat. Il le fait lui-même. Il ajoute du yaourt. C'est du yaourt sucré? Non, non, Mais c'est du sucré salé. c'est davantage salé que sucré. C'est pas un dessert, mon ami. Ah, je croyais. Non, non. Et ça, c'est encore une autre variété de pommes de terre qu'on fait bouillir dans un mélange d'épices. Et regarde cette sauce acidulée. Oui, c'est du tamarin. Et il ajoute encore du chutney à la menthe, le pudina. Vas-y, goûte. Ça te plaît? C'est très intéressant. Je le dis dans un sens très positif. La texture est vraiment intéressante avec les lentilles qui sont spongieuses. Oui, c'est le vrai chaat. Le plat authentique qu'on ne trouve que dans les provinces du Nord. On ne le trouve pas ailleurs? Tout le monde essaie de copier le chaat de Delhi. Mais personne n'utilise les bonnes sauces, avec les bons masalas. À Delhi, il n'y a pas que dans les rues qu'on peut se régaler. On trouve beaucoup d'excellents restaurants. La cuisine du Cachemire, une province montagneuse du nord de l'Inde, est l'une des plus populaires de la ville. Cet ancien territoire moghol est une région stratégique revendiquée à la fois par l'Inde et le Pakistan. Les conflits récurrents ont poussé les habitants vers le sud et nombre d'entre eux se sont établis à Delhi. Vous êtes du Cachemire? Dites-nous quelque chose dans votre langue. Merci. Aujourd'hui, Delhi regorge de restaurants cachemiris. Le Shore Bazaar, situé dans un hôtel aux portes de la vieille ville, est considéré comme l'un des meilleurs. J'ai rendez-vous avec son chef cuisinier pour découvrir les secrets de la gastronomie cachemiri. Le chef Pradip est le roi de la cuisine du Cachemire. Le plat emblématique de la région, c'est le Rogan Josh. Voilà, exactement.
Le terme rogan fait référence à l'huile qui flotte en surface quand le plat est cuit. Et Josh indique le côté épicé et très pimenté de ce plat. Par quoi on commence? Un feu vif? La cocotte doit être très chaude. On commence par l'huile de moutarde. Il faut que la fumée s'évapore, sinon le plat sera trop amer. Tu en mets une sacrée quantité, dis donc. Dans ce plat, les épices sont reines. Il ne contient pas d'oignons, pas de tomates, pas de beurre ni de crème. Il n'y a que la viande et les épices. Je vais écraser de la cardamome verte et de la cardamome noire. Juste assez pour que leurs huiles essentielles se libèrent quand on va les verser dans l'huile de moutarde. J'ajoute des clous de girofle, des feuilles de laurier, 1 ou 2 bâtons de cannelle, quelques graines de cumin. Et on met tout de suite le mouton qu'on a découpé en morceaux. Magnifique! Tu entends ce bruit magique? C'est le chant du Rogan Josh. Quand la viande est saisie à feu vif comme ça, on est sûr qu'elle va conserver toute sa tendreté. C'est un mouton de quel âge? 2 à 3 ans, pas plus. Sinon, la chair devient caoutchouteuse. Mais si elle est saisie, elle reste tendre. Absolument. Les Cachemiris choisissent leurs morceaux de viande avec soin. Dans le Rogan Josh, on n'utilise que les cuisses. Ici, on a une cuisson à l'os. Est-ce que la viande peut aussi être désossée dans le Rogan Josh? L'os donne beaucoup de goût. La viande commence à brunir. On va pouvoir ajouter un peu d'asafoetida. Ce condiment va relever les saveurs du plat et atténuer son côté pimenté. C'est une épice qui vient de la sève de plante qui pousse principalement dans les montagnes du Népal. De la résine extraite d'une plante qui pousse au pied de l'Himalaya. Absolument. Voici du piment rouge du Cachemire en poudre. Il va donner du corps au plat et une magnifique couleur. J'en mets beaucoup, mais n'aie pas peur, il n'est pas fort du tout. C'est appétissant. À présent, on peut saler le plat. Je voulais d'abord que l'eau s'évapore. Maintenant, la viande va bien absorber le sel. Et on enchaîne tout de suite avec le lait caillé. En fait, on procède presque à l'inverse de la cuisine occidentale où on commence par assaisonner la viande et on la saisit après. C'est exact. Et ça change complètement le goût des plats. Pradip verse de l'eau pour refroidir le plat avant d'attaquer la seconde vague d'épices. On ne peut pas mettre toutes les épices d'un coup Non, chaque étape est importante. pour obtenir une palette de saveurs. Tout à fait. Je veux que chaque épice imprime sa marque sur les morceaux de viande. Comme tu le sais, le Cachemire a subi l'influence des Afghans et des Moghols qui ont régné sur la région pendant des siècles. Le mélange des ingrédients et la façon de cuisiner ont beaucoup évolué au fil du temps. Il verse du fenouil en poudre. Tu y vas carrément, dis donc. J'ai remarqué ça un peu partout en Inde. Vous jetez des épices dans les plats comme ça à l'instinct. Vous ne mesurez jamais les quantités. Oui, on nous inculque cette science dès l'enfance. J'ai déjà goûté du Rogan Josh Oui, et je n'ai jamais senti le fenouil dedans. et là tu vas le sentir. Tu n'as peut-être jamais mangé de vrai Rogan Josh. Du gingembre en poudre, Le rôle de cette épice, c'est de donner de la chaleur au plat et donc de réchauffer le corps. Le climat du Cachemire est très rude. Pendant les 4 ou 5 mois d'hiver, les gens ne bougent pratiquement pas de chez eux. Le plat a pris une belle couleur appétissante. Ce rouge profond, c'est la couleur du Rogan Josh. et encore un petit peu d'eau avant la dernière vague d'épices. Du cumin en poudre tout simple et le célèbre garam masala. En fait, le garam masala est un mélange d'une multitude d'épices, à tel point qu'il n'y a pas vraiment de recette fixe. On peut combiner 5 masalas comme on peut en combiner 50. Mais en fait, ça veut dire quoi, masala? Épices. Il n'y a pas 2 garam masala identiques. Chaque chef a sa recette secrète et c'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Donc, c'est un mélange d'épices qui va de 5 à 50 ingrédients. 50, absolument. Pour préparer le galouti kebab, on peut utiliser un garam masala composé de 136 épices. Là, il faut maîtriser son sujet. C'est vrai. Chaque chef cuisinier garde jalousement le secret de son garam masala. J'ai tenté de sonder Pradip, mais il n'a rien voulu me dire. À présent, on va laisser le plat mijoter 45 minutes. Je peux goûter? C'est déjà excellent. C'est un peu aigre, un peu relevé. Et ensuite, c'est une harmonie de saveurs. Ça me fait plaisir. Tu me flattes.
C'est ton plat qui flatte le palais. Je vais attendre en salle. Alors Bobby, voici ton Rogan Josh de mouton. J'espère que tu vas l'apprécier. Ça m'a l'air divin. Je suis sûr que je vais adorer. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai assisté à la préparation, mais pour l'instant, je ne sens que le parfum de la cardamome. C'est absolument divin. Incroyable. On pourrait dire de ce plat qu'il est très humble parce que c'est du mouton, mais il est tellement bon qu'il a acquis ses lettres de noblesse. L'histoire de Delhi est si riche qu'on pourrait croire sa cuisine ancrée dans le passé. Erreur. Pour le meilleur ou pour le pire, la mégapole indienne a adapté son palais aux influences du monde entier, ouvrant tout grand les bras à la modernité. Le Hozkaz Village, par exemple, était autrefois une distinguée cité médiévale des environs de Delhi. Aujourd'hui, c'est une enclave tendance, conçue pour attirer une population jeune et mondialisée. Italie, France, Mexique, Moyen-Orient et même États-Unis. Ici, on trouve des restaurants qui servent des plats du monde entier. C'est là que se trouve l'Institut international d'art culinaire, une école de cuisine qui forme les chefs de demain et enseigne la gastronomie indienne des temps modernes. Arjun, Salut! et aujourd'hui, c'est moi le prof. Je vais préparer un dessert traditionnel indien à ma façon. Alors ouvrez grand vos oreilles sous vos toques. Voici tes élèves. Bonjour les enfants. Ça va bien? Super bien. Tant mieux. Aujourd'hui, je vais préparer du halva. Vous connaissez sans doute la recette traditionnelle. Moi, je vais le préparer complètement autrement et vous expliquer pourquoi. Il n'aura pas le même goût, mais il sera plus sain, plus léger et, je l'espère, tout aussi bon. J'ai besoin de 2 volontaires pour m'aider. Vous deux? Très bien. Venez. Le halva est un dessert à la carotte très populaire en Inde. Normalement, il contient du beurre ou du ghee, du sucre et du lait, mais pas aujourd'hui. On ne va pas utiliser de ghee ni de lait condensé. La première étape, c'est de faire du lait d'amande. On va aussi utiliser du sucre de palme pour en faire un plat adapté aux diabétiques. Allez, on s'y met. Peux-tu me faire le grand honneur de prendre ces amandes blanchies et l'eau chaude pour les mixer là-dedans? Pendant ce temps, tu vas prendre le sucre et le faire caraméliser. Combien de cuillères, chef? J'en sais rien, moi. C'est toi qui as une toque. Tu l'aimes sucré? Oui, mais pas trop. Voilà, c'est ta responsabilité. Pas de souci. Tu me fais caraméliser ça, tu t'amuses avec. Bon, les carottes. Remue bien. Fais attention à ce que ça ne durcisse pas. Ça ne cristallise pas. Ça va donner un bon goût de carotte. On passe au lait d'amande. Tout est prêt? Oui. Les amandes sont là. Et on ajoute l'eau. Et on va mixer avec la fonction pulse. Le pulse, c'est pour ne pas laisser de gros morceaux en surface. Du lait d'amande. Je l'utilise à la place du lait de vache. Pour obtenir un liquide bien fluide et crémeux, il faut le filtrer. Il faut bien presser la pâte jusqu'au bout, il en reste toujours un peu. Pour corser le mélange, je vais ajouter un peu de safran dans le lait. Mais avant, il faut le faire revenir. Un tout petit peu, sans le brûler. C'est très indien, non, de faire revenir les épices sèches? Oui, c'est vrai. Mais à quoi ça sert en fait? Vous le savez? C'est pour libérer les huiles essentielles. Bon, maintenant, je verse le lait d'amande. Pour adoucir le mélange, on met un peu de sucre de palme. Et puis, une pincée de cardamome pour l'arôme. Donc, pas de beurre, pas de ghee, pas de crème. Continue de mélanger. La touche finale, un cocktail de fruits et de noix. Des noix de cajou, des pistaches et des amandes pour donner une belle texture. Une poignée de raisins secs. Et on ajoute les noix.
juste à la fin pour qu'elles conservent leur croquant. Je suis bête, vous le savez. Je ne vais pas vous apprendre la cuisine indienne. Je vais dresser l'assiette. Si vous voulez faire payer le même plat plus cher, misez tout sur la présentation. Je vais utiliser un cercle. Donc, on a rendu le halva plus sain et surtout plus cher. Il est sans produits laitiers et De la même couleur. la couleur est à peu près la même. Et surtout, il reste sucré. Je vais verser ma petite sauce au safran. Ça fera juste un peu de sucre. Et puis, pour en faire un halva décadent et très indien, une feuille d'argent. Et maintenant, le test ultime. Tu peux être sincère, hein? Je suis un dur à cuire. Non, c'est très bon. On n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de sucre. On n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de lait. C'est parfait. C'est très bien. C'est exactement la même chose. Et on sent bien la carotte. Oui, et elles ne sont pas réduites en purée. On garde le croquant. La texture. Et puis c'est rouge. C'est très bon. Bravo. Je te mets 20. À toi et toi aussi. Celui qui critique aura 0. La réaction des élèves est encourageante. Mais je me demande si on peut aussi trouver à Delhi une cuisine plus fraîche, plus légère et plus saine. En cas de doute, dirigez-vous vers un hôtel chic. C'est ma devise. J'ai comme l'impression qu'au Taj Palace, je vais trouver ce que je cherche. Bonjour chef. Bonjour. Je suis venu goûter votre incroyable cuisine. Je vous laisse choisir. Je vais vous faire une suggestion. Vous aimez les okras? Oui? Bon, j'ai ce qu'il vous faut. Notre restaurant est spécialisé dans la cuisson à l'huile d'olive. Alors, pas de ghee. Voilà, C'est donc plus léger. exactement. Je commence par un peu de cumin. Ensuite, de l'oignon émincé. J'adore le parfum des oignons et du cumin. La préparation des plats indiens commence souvent par une pâte d'oignon, de gingembre ou d'ail. Là, vous faites revenir l'ail. Voilà, ça n'est pas une sauce, mais un ingrédient sec, simplement haché. Et voici les okras que je vais ajouter. C'est un plat du nord de l'Inde? Oui, du fait de son ingrédient principal. L'okra est surtout cultivé autour de Delhi et dans le nord du pays. C'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup dans la cuisine de la région. Pour ce plat, Rajesh utilise des épices classiques, du piment jaune, du curcuma et un peu de mangue séchée pour donner du punch. Un peu de citron. C'est la touche finale. Et ça va lier toutes les saveurs. Il y a quelque chose d'intrigant dans la cuisine indienne. Quand j'entre dans une maison italienne, je reconnais tout de suite l'ail et l'huile d'olive. Mais dans une cuisine indienne, on se dit toujours « Qu'est-ce que ça sent ?» On sait que c'est un plat indien, mais on ne peut pas être plus précis. Tout ce qu'on sait, c'est que ça dégage un parfum divin. Le moment où on introduit les épices est très important. Il faut procéder dans l'ordre et quand l'huile est à la bonne température. Sinon, on ne les sent pas. Avant de travailler dans ce restaurant, vous deviez cuisiner des plats traditionnels de Delhi, assez lourds. Vous n'avez pas eu de mal à vous adapter? J'étais convaincu à l'avance. Regardez-moi. Il n'y a pas de beurre et pas de ghee ici. Et de la crème? Non plus. On ne change pas le goût du plat, uniquement la méthode de cuisson des aliments, c'est-à-dire surtout l'huile de cuisson. Et on n'a pas besoin de convaincre les gens. Ils nous suivent d'eux-mêmes. On m'a dit qu'à Delhi, pour qu'on apprécie votre cuisine, il faut mettre une tonne de ghee. Oui, pourquoi pas. Mais si on met du ghee, on risque d'apprécier la cuisine moins longtemps. Avec l'huile d'olive, vous vivrez plus longtemps et vous profiterez des bons plats plus longtemps. Et voici la touche finale, de la coriandre fraîche. On mélange le tout et c'est prêt. Et voilà, Bobby. Bon appétit. Je le savoure déjà rien qu'avec les yeux. C'est léger, rafraîchissant. De la cuisine indienne saine. Les saveurs sont épurées, mais ça a le goût de la cuisine indienne. C'est grandiose. Vous me donnez des tas d'idées. Merci. C'était un plaisir. Ce séjour à Delhi a été un ravissement pour les sens. La mégapole du sous-continent offre toute la diversité gastronomique du nord de l'Inde, et bien plus encore.
La ville en elle-même, ce cocktail échevelé de chaos, de beauté et de profondeur, reflète à la perfection les qualités de sa cuisine. Tous ces ingrédients détonnants se combinent comme par magie pour produire un tout à la fois harmonieux et foisonnant. Le défi pour Delhi aujourd'hui, c'est de conserver ses traditions culinaires, ses sauces complexes à base d'épices savamment dosées, tout en s'adaptant à l'ère moderne. Et c'est exactement ce qu'elle fait. La ville traverse une période de mutation fertile. Delhi a de l'avenir. Allez, on y va! Et on ne traîne pas.